Hola, je suis Jeanne Van Haff, lectrice, autrice, éditrice de romance, et le 13 novembre est la date anniversaire de la sortie de ma romance Les Noces de Jade, qui est parue aux éditions Charleston au format numérique et au format papier aux éditions Bookmark. Et ce livre est assez spécial, assez cher à mon cœur, parce qu'il a été finaliste du prix du livre romantique de 2018. Et normalement, c'est un bandeau rouge, mais je n'ai pas de... On fait avec les moyens de bord. Je n'ai pas de Kindle en couleur. Les Noces de Jade, c'est l'histoire de Jules, parisien, agent artistique, qui a envie de se remarier. Il aime être marié, mais il aime la sécurité du mariage. Mais il a une petite particularité, c'est qu'il ne veut pas tomber amoureux. Oui, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, n'est-ce pas? Et donc, il décide de s'inscrire à une agence matrimoniale franco-portugaise et il débarque à Lisbonne pour rencontrer des prétendantes et qui sait, sa future épouse. Et après une longue journée, il est frustré, il n'a rencontré personne avec qui ça pouvait cliquer, avec qui ça pouvait matcher. Il est en train de se dire qu'il va rentrer à Paris Bredouille quand débarque Martha, elle était en retard et elle est la toute dernière et elle est la première à parler en français. Et quand Jules la voit, il est surpris parce que elle est à l'opposé de ce qu'il cherche, parce que elle porte une longue jupe, elle est très modeste, et il va apprendre qu'elle est d'origine gitane, catholique pratiquante, donc elle est vraiment totalement à l'opposé, aux antipodes de son monde à lui, du monde artistique, du spectacle, des tournées, des concerts, des drogues et rock'n'roll. Donc il ne sait pas exactement comment c'est possible, genre il ne sait même pas comment il a pu choisir son dossier parce qu'elle est vraiment à l'opposé de ce qu'il cherche. Mais après une conversation, après un échange, il se rend compte que peut-être qu'elle est à l'opposé de ce qu'il cherche, mais elle est la femme qu'il lui faut, des genres... c'est au-delà d'une question d'attirance parce que il la trouve mignonne mais elle n'est pas belle, elle est un peu féline, donc ce n'est pas une attirance physique, mais il y a quelque chose en elle, il y a quelque chose entre eux et il se dit que peut-être qu'il s'est trompé au fait dans sa quête et peut-être que ouais, c'est Martha qu'il lui faut. Et après les échanges, après moult discussions, ils vont décider que oui, ils vont se marier et Martha va le suivre à Paris. Et quand je parle des Noces de Jade, j'aime beaucoup parler du rythme de Noces de Jade parce que c'est un roman contemporain, je l'ai écrit en 2014, donc c'est un roman contemporain, mais avec un rythme de romance historique, parce que, encore une fois, je parle d'une jeune femme qui est catholique pratiquante, donc elle a des coutumes, des traditions, elle a des limites, et on ne peut pas, Jules qui est homme cosmopolite du monde, etc., il ne peut pas juste débarquer comme si c'était plié. Il faut un peu plus que ça. Donc Jules va devoir lui faire la cour. Et rien que le fait de faire la cour à quelqu'un de nos jours, ça rend le rythme beaucoup plus doux. Donc tout ce qui est scène olé arrivera après mariage, of course, mais c'est vraiment doux et sérieusement, je suis très contente que ça a été finaliste d'un prix du livre romantique parce que moi, romantique, qui l'eût cru? Donc il y a ce côté un peu désuet, un peu vintage de faire la cour à quelqu'un, c'est de
séduire, pas dans le sens péjoratif du terme, du genre séduire pour arriver à ses fins, non. Séduire d'une façon presque poétique. Et et je trouve ça charmant. Que, non, je me jette pas des fleurs, mais je pourrais. Donc, Les Noces de Jade, c'est donc une romance qui se passe en partie à Lisbonne, en partie à Paris. Mais pour Lisbonne, à part les moments où Jules séjourne au Portugal, donc il est dans un bel hôtel, il est sur la Baixa, du genre du côté de Chiado, et ce n'est pas, on va quitter un peu les quartiers touristiques, un peu les quartiers pittoresques et instagrammables, et on va traverser le Tage. Et le truc, c'est que pour les personnes qui connaissent Lisbonne, si on parle de rive sud du Tage, alors que la moitié du pays se trouve rive sud du Tage, antique, parce que c'est mal famé, parce que ça n'a pas une très bonne réputation. Il faut savoir que, par exemple, quand on parle de rive sud du Tage, on pense automatiquement au Barreiro. Mais Barreiro est une commune banale, normale, mais un peu plus classe populaire. Et ce qui peut être pire, entre guillemets, c'est pas Barreiro, c'est au-delà de Barreiro. Ce sont dans les quartiers sociaux qui sont au-delà du Barreiro. Alors que Barreiro a déjà une réputation, les pauvres ils n'ont rien demandé. Donc c'est déjà au-delà de ce qui se passe à Barreiro, qui peut être un peu plus compliqué. Et j'ai placé Martha dans un de ces quartiers sociaux, dans une de ces cités. Et ce n'est pas n'importe quelle cité, ce n'est pas n'importe quel quartier, c'est un quartier dans lequel moi-même j'ai vécu. Ne soyons pas politiquement corrects, c'est le type de quartier où on met les gens qu'on ne veut pas dans la grande ville. C'est le type de quartier qu'on construit pour loger des personnes qui ne peuvent pas être dans les grandes villes, qu'on ne veut pas voir, qu'on ne veut pas que ce soit visible. Ce sont les immigrés, les ouvriers, les gens qui parlent mal ou très peu le portugais, ce sont les noirs, ce sont les gitans. Ce sont les gens qui, au chômage, ce sont les gens qui ont besoin d'aide sociale. C'est vraiment des quartiers que le concept était très beau, l'intention était très bonne, mais une fois qu'on a logé tout le monde, on les a oubliés. Et les quartiers se délabrent et ça fait que la première chose que les jeunes, que les enfants, que les adolescents, que les jeunes adultes veulent faire dès qu'on gagne de l'argent, c'est quitter, c'est de sortir de cet endroit-là. Et donc c'est à cet endroit où j'y ai vécu et c'est là où j'ai placé Martha. Je l'ai même fait vivre dans l'immeuble où j'ai vécu, juste à l'étage de différence. Donc l'appartement que je décris, c'est un appartement identique à celui dans lequel j'ai vécu. Et c'est très particulier de vivre dans un quartier social particulièrement déprimant et d'aller au lycée français, parce que le lycée français, on a beau avoir l'éducation nationale, c'est le même cursus que l'école publique, mais les établissements français de l'étranger sont tous privés. Et c'est un choc de classe, c'est un choc de monde. Et je me souviens, j'ai dû aller à l'agence des parents d'élèves. Pourquoi je ne sais même plus. Je sais plus. Et c'était la première et la dernière fois de toute façon. Et je suis allée avec mon grand frère. Et la dame qui était là, pour une raison X et Y, m'a demandé où je vivais. Et j'ai fait là, rive sud. Et parce que j'étais dans le contexte du lycée français, le premier réflexe de cette dame, ça ne pouvait absolument pas être
malfamé, la rive sud malfamée. Ça ne pouvait pas être ça. Donc la première chose qu'elle a demandé, c'était Costa da Caparica. Et Costa da Caparica, c'est une ville balnéaire, c'est une ville riche, c'est une ville avec des grandes maisons, et ces grandes maisons ont des piscines. Vous voyez? Donc le premier réflexe de cette dame en passant rive sud, ça ne pouvait pas, mais jamais de la vie, même si c'est le premier réflexe en dehors de lycée français. Quand on est au lycée français, ça ne pouvait pas être ça. Et mon grand frère a fait non, 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 on est du côté de Bahreïn. Et encore une fois, on n'était pas à Bahreïn, on était au-delà du Bahreïn. Mais Bahreïn a déjà une telle connotation avec tout ce qui vient au-delà du Bahreïn. Ouf, c'est comme, c'est des stigmates. Et la dame a fait ah, ok, elle a changé de sujet. Et mon frère a fait ah, ok. Parce que il y a cette coïncidence. C'est que à cette époque-là, on était dans les années 96-97, non, 97-98 je crois, en tout cas 97, et je vivais à 5 minutes de mon grand frère, au-delà de Bahreïn. Mais mon grand frère vivait dans un autre quartier, dans une commune normale, banale. C'est moi qui vivais dans un quartier social, c'est moi qui vivais dans la cité. Donc la frontière entre les deux est très très floue et très poreuse, mais et par contagion, tout ce qui est cité, tout ce qui est quartier social, a contaminé la réputation de toutes les communes qui sont autour, quoi. Les genre, on mentionne une commune qui n'a rien à voir, qui est plutôt jolie, etc., mais qui est à côté, ben elle souffre de la même réputation. C'est un type de gangrène sociale, mais c'est caché parce que non seulement c'est sur la rive sud, mais c'est au-delà des villes de la rive sud. Et il y avait des fois où je devais prendre les transports pour me rendre au lycée, donc je devais me lever comme les ouvriers, comme les femmes de ménage, comme les aides-soignantes à 5h30, 6h du mat. Je devais prendre le bus jusqu'au terminal fluvial. Au terminal fluvial, on prenait le bateau, ça prenait 30 minutes pour traverser le Tage. Après, je prenais, je pense, le métro, c'était il y a plus de 20 ans les gens. Je prenais le métro, et après le métro, le bus, parce que le lycée français était sur le haut d'une colline. Donc, je montais le bus pour monter la colline. Et donc, c'était 1 heure, 1 heure et demie de transport le matin, 1 heure, 1 heure et demie de transport le soir. Et quand on est en train de partager les mêmes transports que les personnes qui ont des métiers physiques et peu reconnus et qui sont mal payés et qu'en plus ils vivent dans des quartiers où il ne fait pas bon vivre, le matin est un spectacle déprimant. C'est sombre, et pas seulement sombre dans l'ambiance, c'est sombre parce que il est tôt, et en partie c'est en partie l'automne, c'est en partie l'hiver, donc il fait noir, voire gris, c'est le brouillard, il fait froid, c'est gloom. C'est vraiment désespérant comme situation, et moi je n'étais là que de façon totalement provisoire. Je savais que c'était pas ça ma vie, je savais que j'étais là pour une année scolaire. Normalement j'aurais dû rester 3 ans pour faire tout mon lycée, mais j'ai redoublé ma seconde et on m'a expédié chez mon père en Afrique du Sud. Mais j'aurais dû vivre là pendant 3 ans, mais je savais que c'était temporaire, c'était provisoire, c'était pas ma vie. Donc j'avais ce privilège-là de savoir que je n'ai pas que ça, j'ai autre chose qui m'attend. Parce que les jeunes adultes, dès qu'ils ont de l'argent, la première chose qu'ils veulent faire, c'est quitter cet endroit. Même s'ils restent sur la rive sud, parce que, encore une fois, la rive sud, c'est comme la rive nord, hein. C'est juste la réputation qui fait que, parce que Costa da Caparica, c'est dans la même direction, en fait. Setúbal, c'est une grande ville, mais c'est dans la même direction. Donc, on veut quitter ce cœur gangréné, quoi. Et c'est vraiment très particulier. Et c'est là où j'ai placé mon histoire, parce que pourquoi pas, n'est-ce pas? Donc,
Martha, elle est une jeune adulte portugaise avec des problèmes de jeune adulte portugaise où elle veut plus de la vie. Elle veut construire une vie. Elle ne veut pas juste survivre. Elle a fait des études. Elle est traductrice, mais pour joindre les deux bouts, elle va être femme de ménage dans des bureaux. Tout le respect pour les femmes de ménage, pour les techniciennes de surface, pour ces métiers. Mais tout le monde veut un peu plus. Et il n'y a pas de mal à vouloir plus. Et donc, pour Martha, sa solution était l'agence matrimoniale. Et parce que j'ai quand même choisi une héroïne d'origine gitane qui vit dans un quartier social, dans une cité, je ne pouvais pas faire semblant que tout allait bien au-delà de ça. Il y a plus que ça. Et je n'aime pas l'idée que parce qu'un personnage est issu d'une minorité, que toute son existence doit être le militantisme, l'activisme, lutter contre une discrimination X, Y, Z. Je n'aime pas cette idée-là parce que je suis issue de la minorité, mais mes rêves sont banals. Mes rêves sont ordinaires, quoi. Je veux être heureuse, je veux être riche. Pourquoi pas? Ça, c'était un message pour l'univers. Hein, on sait jamais. Genre, voilà. Je veux de l'argent, je veux être heureuse, je veux voyager, je veux... on peut vouloir se marier, on peut vouloir avoir des enfants, on peut vouloir faire le tour du monde, on peut vouloir être millionnaire, on peut vouloir reconstruire sa maison. Peu importe, on a tous des rêves qui sont totalement ordinaires et on a le droit d'avoir ces rêves ordinaires. On n'est pas né pour devenir Gandhi, Rosa Parks, Mandela et compagnie. On peut juste aspirer à être banal. Mais ce serait de la naïveté de croire que parce qu'on veut juste être une personne lambda qu'on peut croiser dans la rue, qu'on n'a pas certaines luttes, certains conflits, certains biais. Dans le cas de Martha, c'est que quand Jules la voit pour la première fois, il ne voit pas que c'est une femme gitane. Ça ne lui passe même pas par l'esprit. Il voit une jeune femme qui est à l'opposé, style vestimentaire qui est à l'opposé de lui. Il voit quelqu'un de très intelligent, de doux, qui peut être drôle, quelqu'un de touchant, quelqu'un qui sait exactement ce qu'elle veut, pourquoi elle fait ces choix-là. Donc, il a quelqu'un de très intéressant en face de lui. Quand Jules pense à Martha, quand il discute avec Martha, ce n'est pas une question d'attirance physique, c'est une question on peut construire quelque chose, on peut avoir un avenir ensemble. Alors que quand Martha est arrivée face à Jules, la première chose qu'elle pense qui sera mise en avant, c'est je suis gitane. Et le truc, c'est qu'elle est d'origine gitane, parce qu'on est gitan par le père. Et son père, et le père de Martha n'était pas gitan. Et il n'a jamais voulu adopter les traditions, les coutumes gitanes. Donc, elle est juste d'origine, mais elle est physiquement, elle est typée et elle s'habille traditionnellement comme toutes les femmes gitanes que j'ai vues dans ce quartier-là, qui étaient mes voisines, en tenue sombre, longue jupe, peu importe l'âge. Qu'elles soient adolescentes, jeunes, âge mûr, seniors, peu importe. Elles portaient toutes des longues robes ou des longues jupes. Elles avaient s'habiller en couleur noire et froide et elles avaient des bijoux, soit des bracelets, soit des bagues, etc. Mais c'était très sobre, très modeste et pour les Portugais qui ont l'habitude de voir la communauté gitane, la première chose qu'ils pourraient voir chez Martha, c'est que oui, elle est gitane, mais Jules n'est pas portugais. Jules ne vit pas à Lisbonne.
Donc Jules n'est pas au courant. Donc Martha est arrivée avec ses propres billets en pensant que oui, non, mais de toute façon, je suis gitane, donc je suis là et je suis pas sûre d'être même considérée comme une prétendante. Alors que Jules, mais, il s'était même pas dans la liste de tout ce qu'il a vu de Martha. Il ne s'était même pas rendu compte. Il a fait, ah bon. Et alors que pour elle, genre, elle, c'est une gitane de la rive sud. Donc, c'est à double tranchant. C'est la double peine pour elle. Et alors que lui, il est genre, mais c'est quoi la rive sud? Donc, il y a ce clash aussi du genre parce qu'elle vient avec ses propres billets, avec ses propres, son vécu, son existence, et il y a l'autre qui est là, qui est totalement aveugle, totalement aveugle, totalement ignorant, totalement étranger à cette affaire-là, doublement étranger. Donc, oui, je mets ça, bien sûr que je mets ça en avant, et bien sûr que que je mentionne la discrimination que souffrent les gitans. Par exemple, c'est quelque chose de très connu pour les Portugais, c'est que pour une question de superstition, les gitans n'approchent pas les sapos. Au fait, sapo, je ne sais jamais si en français c'est le crapaud ou la grenouille. Prenez un des deux. Donc, les gitans ne vont pas s'approcher des grenouilles, des crapauds. Et le fait est que, pour montrer son intolérance, il y a des établissements commerciaux qui vont mettre des grenouilles ou des crapauds en céramique devant la porte. Des gens qui tiennent la porte ouverte, ou alors ils vont faire une décoration avec des crapauds, ou alors ils vont mettre des crapauds bien en vue, etc. Parce que d'un côté, ça veut dire que les gitans qui sont plus superstitieux, ils ne vont pas y entrer, ils ne vont pas s'approcher, ils ne vont pas y toucher, et ça les évite d'être considérés comme des gens racistes, parce que comment on va prouver que c'était pour une raison discriminatoire? On peut juste faire la collection de crapauds, n'est-ce pas? Moi, j'aime bien les coccinelles. Je peux bien faire une collection de coccinelles. Mais il y a énormément d'établissements commerciaux au Portugal qui exposent des crapauds, des grenouilles, en céramique, à l'entrée, dès l'entrée ou face à l'entrée, sur la devanture, sur la façade, etc., pour que les gitans comprennent qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Et c'est quelque chose qui existe. Donc, oui, j'en fais la mention. Et il y a des gitans qui sont superstitieux, donc ils ne vont pas s'approcher, mais il y en a qui s'en fichent totalement et qui vont entrer dans les établissements, et tant pis pour leur gueule. Mais c'est quelque chose qui existe, donc je ne vais pas faire semblant que ça n'existe pas, parce que je suis convaincue qu'on veut autre chose que juste lutter contre les discriminations envers nous qui appartenons à une minorité quelconque. Donc oui, je vais en parler. Du genre, ce serait naïf de ne pas au moins le mentionner et de croire que tout va bien et que c'est juste dans la tête de Martha que ça se passe. Et enfin, pourquoi les noces de Jade? C'est une autre coutume gitane, c'est que Jade est le vrai prénom de Martha. Martha est le nom officiel. En fait, Martha est née en France. Donc, elle s'appelle Marie Martha. Elle a un prénom français, un prénom portugais, et c'est des prénoms très religieux, très bibliques. Et elle a un troisième nom, et c'est le nom que lui a soufflé sa mère à sa naissance. Et c'est un nom que les personnes qui ne font pas partie du clan ne peuvent pas connaître. Donc, c'est un nom de clan qui est privé, qui est sacré. Et pour Martha, Jade est son vrai prénom. Mais elle n'a pas grandi dans un clan parce que son père n'a pas accepté. Son père n'a pas adopté
les coutumes gitanes. Donc, ils n'ont pas grandi dans un clan, ils ont grandi à l'extérieur. Donc, la seule personne, après la mort de ses parents, les seules personnes qui connaissent son vrai prénom sont sa sœur et son beau-frère. Même les neveux ne connaissent pas encore parce qu'ils sont petits et après ils peuvent bruiter le truc. Mais c'est son vrai prénom. Il n'y a que 2 personnes au monde qui connaissent ce prénom. Et non, elle ne le dit pas à Jules parce que il y a cette particularité que Jules ne veut pas tomber amoureux, mais Martha non plus ne veut pas tomber amoureuse. Donc pourquoi elle va donner son nom le nom cher à son cœur, son nom privé, sacré à quelqu'un qui ne va pas l'aimer. Donc si j'appelais ça les noces de Jade, c'est parce que Jade c'est le vrai prénom de Martha. Donc les noces de Jade sont disponibles en papier aux éditions Bookmark, en numérique aux éditions Charleston. Et j'espère que vous vous laisserez tenter par cette romance franco-portugaise. Elle est chouette, c'est tout doux, c'est romantique. C'est romantique. Donc, je suis Jeanne Van Graaf, lectrice, autrice et éditrice de romance, et ciao!